Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. People that to me say, nah, because they rock. But I can see the West down they judge. I used to spend. Par an, dédié au financement du projet, dont 70% qui vont directement au projet, ce qui représente 700 000 €. Et ce qui fait que si nous les répartissons, parce que c'est 15 000 € par association, vous divisez 700 000 par 15, vous avez environ 50-51 projets, ce qui fait qu'on ne dépasse jamais les 60 projets par an, ce qui est très peu par rapport aux demandes que nous recevons. Ça fait 3 ans que je préside le jury qui attribue ça. Ça fait 3 ans qu'on a plus de 100 projets qui sont éligibles, finançables, bien montés, mais pour lesquels on n'arrive pas à trouver les financements. Et cette année, parce qu'on est au début d'un triennal, nous avons obtenu l'augmentation de l'enveloppe financière de 60%, ce qui fait que le prochain triennal, au lieu de 3 millions sur 3 ans, on a obtenu 4 800 000 sur les 3 ans. Ce qui va nous permettre, d'une part, de presque doubler le nombre de projets finançables à hauteur de 15 000 €. On va passer d'une cinquantaine à près de 80 projets. Mais à côté de ça aussi, nous allons expérimenter un dispositif de méso-projets, de projets de taille beaucoup plus importante, où le programme peut cofinancer à hauteur de 50 à 200 000 € par exemple. Dans un premier temps, ça va commencer en 2020. Nous allons commencer par peut-être 5 projets, peut-être plus, et pour voir, parce que généralement, nous avons des projets de taille importante, mais compte tenu de l'enveloppe financière, les projets sont saucissonnés pour que ça rentre dedans. Alors qu'il y a des associations aujourd'hui qui sont en mesure de porter des projets de taille plus importante. Et nous, la spécificité du Crowding aussi, ça, depuis au départ, c'est sa gouvernance aussi. C'est un programme qui est gouverné vraiment par tout le réseau de partenariats liés au Forum. Commencez par le Forum lui-même, il y a le secrétariat du Forum, mais vous avez un réseau d'opérateurs d'appui qui sont composés des membres du Forum. Vous avez un comité d'examen paritaire qui est composé par les institutionnels, les bailleurs, mais aussi par des représentants de la société civile, par des experts, etc. Et toute la politique, elle est définie par, elle est co-définie avec le Forum. Ce qui fait que nous n'avons pas, par exemple, de durée d'existence minimum d'une association. Dès lors qu'une association de la diaspora existe, nous estimons qu'elle est capable de porter des projets. Parce que si l'association n'a que 5-6 mois, nous pensons que les porteurs de projets ont une éternité derrière eux d'expérience pouvant vraiment porter ces projets-là. Et ça, au départ, c'est quelque chose qui avait du mal à passer par rapport aux organisations de la solidarité internationale. Mais nous avons toujours défendu cette spécificité de la diaspora, non seulement qui connaît ici, mais qui connaît aussi le pays d'origine. Et ce qui fait aussi que les projets qui sont portés, en général, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous faisons des visites terrain, il n'y a pas de perdition dans ces projets-là. Il y a très peu de projets où on a des difficultés. Et quand on va sur place, nous nous rendons compte que l'enveloppe que nous donnons, quand vous la comparez par rapport à ce qui est fait sur place, ce qui est fait est énorme par rapport à l'enveloppe parce que les gens y contribuent, les bénéficiaires y contribuent sans qu'on arrive à le comptabiliser. Et parce qu'ils sont directement concernés. Ça ne passe pas par des structures étatiques pour financer, cofinancer le fonctionnement. Voilà, on peut en dire beaucoup, mais en tout cas, c'est des projets qui sont très valorisés aujourd'hui. Même le ministère français des Affaires étrangères communique à travers ce crowding, à travers ce dispositif pour montrer l'utilité de l'aide publique au développement. C'est pour ça que nous militons pour que l'enveloppe, effectivement, soit agrandie. Donc, voilà quelques objectifs. Par exemple, quand nous allons sur le terrain, ce que nous faisons, c'est pour valoriser l'apport des associations pour le développement des pays d'origine auprès des bénéficiaires et des autorités locales, parce que quand nous allons là aussi, ça permet de mettre ce que vous faites sur place, ça permet de mettre en avant à côté des autorités. Quand on est allé au Ghana l'année dernière, je crois, au départ, les autorités n'étaient pas très informées
Mais quand il y a eu la visite terrain, il y a eu des rencontres avec des autorités, et c'est au niveau de la présidence même qu'ils ont donné une salle, la salle où ils reçoivent les chefs d'État, pour faire la restitution finale. Et depuis, il y a une mise en valeur importante de la diaspora ghanéenne au Ghana. Il y a même eu des relations et le Ghana nous a facilité d'ailleurs l'accès à l'Union africaine. C'est pour vous dire que ce que vous faites ici, ça peut vraiment créer des synergies, créer pas mal d'autres opportunités. Ça permet de mesurer l'effet ou l'impact des projets de co-développement, rencontrer des acteurs locaux des projets et échanger sur leurs expériences de terrain, les réussites, les difficultés et les atteintes aussi. Parce que s'il y a des projets qui réussissent, parfois c'est compliqué aussi. Il y a des projets qui réussissent moins bien. Donc ça permet aussi de mettre en avant les enjeux, les réalités de mise en place des projets et identifier des progrès. Parce que quand nous allons sur place, au départ, les gens sont un peu réticents, mais nous leur disons que nous ne venons pas pour auditer le projet. Parce qu'en général, les projets sont suivis, on a des comptes rendus qui sont plus ou moins vrais, mais en général, 90% des comptes rendus, c'est des vrais comptes rendus. Donc nous ne venons pas pour les auditer, mais c'est vraiment pour voir quelles sont les interconnexions, quels sont les partenariats qui sont nés à partir de ces projets-là. Et voir aussi comment on peut faire pour améliorer ces projets-là, pour que vraiment le besoin vienne de là-bas. Voilà donc ce que je voulais vous dire, c'est complètement, c'était pas prévu pour ici, mais comme j'avais les documents, c'était important de vous montrer cela. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions. Solidaire, je comprends les handicapés ici en France. Et j'ai compris ce que vous avez dit, mais je vais vous poser juste une question. Vos projets pour votre forum, ça se passe seulement pour les pays d'origine ou sur place ici? Parce que vous avez plus développé les diasporas par rapport aux pays d'origine. Mais quelles sont vos missions ici sur place en France? Merci beaucoup. Alors, celui-ci, je ne me suis pas tellement étendu là-dessus. Ce que nous faisons ici, c'est à travers, comme je l'ai dit, la structuration ici. Mais nous avons aussi des projets portés ici. On a un projet actuellement qui arrive à sa fin d'ailleurs, à la fin du triennal. C'est le projet Génération Climat que nous portons avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, Nicolas Hulot, et qui est cofinancé par l'AFD aussi, qui permettent aux jeunes de la diaspora, issus de la diaspora, de faire des projets ici ou dans les pays d'origine. Donc ça, c'est ici ou là-bas. Et à travers le programme de structuration du milieu associatif aussi, nous soutenons tout ce que les associations font ici pour leur mobilisation, pour leurs actions sur le terrain. Localement, nous allons sur le terrain voir les partenaires locaux. Et nous aidons aussi nos membres directs à travers un coup de pouce à valoriser ce qu'ils font, à créer par exemple un site internet, à organiser une rencontre. Et ces membres-là peuvent aussi, transmettre ces coups de pouce-là aux associations de base. Parce que nos membres, ce sont des fédérations, c'est eux qui bénéficient directement de coups de pouce, mais ils peuvent aussi dire que ce coup de pouce-là, je le transfère à une association de base. Et depuis cette année, enfin, je pense que ça a commencé l'année dernière, nous mettons en place un dispositif de contractualisation annuelle avec les membres où nous leur donnons, pour leur donner de la visibilité par rapport aux actions qu'ils organisent au cours de l'année ici. C'est des petits montants, hein, mais ça permet quand même de louer une salle, de mobiliser des gens, de payer des transports. Et dans le cadre du closing d'ailleurs, une contractualisation avec les membres où nous leur donnons en fonction de l'enveloppe et des opérateurs d'appui environ 4 500 € pour organiser des réunions d'information sur le dispositif pendant une journée, des réunions de formation pendant au moins une journée et des réunions d'écriture de projet. Et après, ils organisent différents ateliers d'écriture de projet pour faire les actions ici. Et depuis l'année dernière, nous essayons d'explorer aussi un peu parce que
Les projets portés collectivement, c'est des projets importants, mais ce que nous portons tous individuellement est encore plus important si vous réunissez vraiment toutes ces énergies-là. Mais il se trouve que c'est compliqué de trouver des fonds publics pour accompagner des projets individuels. Mais là aussi, on essaye d'explorer tout ce qui est investissement productif de la diaspora pour voir comment on peut avoir un accompagnement individuel des personnes qui veuillent faire quelque chose ici ou dans les pays d'origine. Oui, c'est Batesele Kamaro de l'association de footballeurs congolais. En tout cas, il y a plusieurs questions que nous devrions normalement poser à Fori. Moussa peut répondre aussi à certaines questions. En sachant que par rapport à tout ce que vous venez de développer, en disant déjà que la RDC, elle est la première bénéficiaire. Mais la salle ne pouvait pas être comme ça. Puisqu'en termes déjà de visibilité, on serait presque ici, ça serait vraiment, la salle serait pleine. Quand je lis les documents, à l'absence d'une plateforme viable regroupant les associations congolaises de France, le souhait de la fédération est de mutualiser nos efforts. Et vous avez parlé de votre partenaire direct avec la RDC, qui est PACOF. Mais il y a un peu de souci. Parce que si on n'est pas nombreux, si la salle n'est pas pleine, parce qu'il y a aussi la méfiance. Nous soutenons des gens voués de bonne volonté. Parce que faire ça déjà, réunir les associations congolaises, ce n'est pas évident. Mais on pouvait vraiment remplir. Alors, avec ce que vous avez dit, que vous travaillez avec la PACOF, mais je voudrais d'abord que vous nous dites quelles sont les relations aujourd'hui, à ces jours. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de scénarios. Quels sont d'abord vos rapports avec l'association que vous venez de citer, qui devrait normalement nous piloter nous tous. Et puis, aujourd'hui, pour le premier, enfin RDC, pour que la RDC reste première bénéficiaire, vous travaillez avec quel correspondant? Et quels sont aussi les projets que vous avez développés au pays qui méritent quand même qu'il y ait la visibilité? Parce que vous, aujourd'hui, Fori, vous représentez beaucoup pour l'Afrique. Alors, je voudrais surtout que nous ayons des détails sur ces points pour que nous voyons comment nous allons travailler. Merci beaucoup. C'est très pertinent vos questions, hein, et c'est des questions tout à fait légitimes. Pour tout vous dire, avant de venir à cette rencontre, j'ai posé des questions pour voir, parce que moi je ne connaissais pas la fédération, pour savoir qui était-elle. Et la première personne que j'ai interrogée, c'est Jean Boutier, le président de la PACOF. Donc Jean qui m'a dit qu'il connaît cette fédération. Et il m'a dit qu'il a contribué à la mise en place de la fédération. Donc il m'a dit, donc il n'y a pas de souci, ouais, il faut y aller. J'avais dit que je ne venais pas parce que je devais être en vacances avec ma famille cette semaine. Finalement, ils sont partis lundi parce que j'avais un planning chargé en Haute-Savoie. C'est pour ça que je n'étais pas confirmé pour venir. Mais finalement, comme je suis là, je me suis dit, je viendrai. Même ce matin, on était chez les Burkinabés. Voilà, on a couru pour venir ici, et après ici, je vais rencontrer l'ambassadeur d'Éthiopie. Ça c'est juste pour vous dire la difficulté qu'on a aussi par rapport à la visibilité, par rapport à l'interlocuteur pays. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la PACOF, qui est membre du Forum depuis un moment, il y a eu des difficultés dans le passé. À la veille, en 2016, il y avait des personnes qui se sont réclamées être les responsables de la PACOF, parce qu'il y a une assemblée générale, ça c'est interne. Donc il y avait des difficultés internes qui ont fait d'ailleurs que la PACOF ne fait pas actuellement partie du conseil d'administration du Forum à cause de ces difficultés-là. Nous, on a toujours du mal parce que le Forum ne s'immisce pas dans
affaires internes des associations. Les associations, nos membres sont autonomes, c'est des associations de loi 1901. Ce qui fait qu'on a du mal à y voir clair. Aussi, on ne peut pas imposer quelque chose. Mais nous sommes conscients du fait qu'un membre faible, c'est un forum faible. Parce que pour nous, le forum ne doit pas être qu'un concept. Si le forum veut être fort, il faut qu'il veille à ce que ses membres aussi soient forts. Donc c'est pour ça que c'est ce qui complique ce lien-là. Nous essayons de voir, parce que nous, à l'époque, on a réuni les acteurs. Je ne vois personne ici de la salle. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai tenu à venir ici pour dire quelle est la position du forum. Quand il y a des difficultés internes, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de dire, retrouvez-vous, parlez-vous, essayez de parler d'une seule voix. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les textes, la loi, qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Donc on leur dit quels sont vos textes, quels sont vos statuts, quels sont vos... Enfin, pas les statuts, tout ce qui est récépissé et des affaires judiciaires. Ça, c'est vraiment un dernier ressort. Et c'est ce qui avait été fait en 2016. Par rapport à ça, nous ne pouvions pas dire à telle ou telle personne vient ou ne vient pas. Parce que les gens qui sont au forum, ce n'est pas forcément des présidents d'associations, c'est des représentants d'associations. Moi qui suis président du forum aujourd'hui, je ne suis pas président de mon association, je représente la coordination des associations guinéennes de France au sein du forum. Mais quand on m'a envoyé, je n'étais pas président, Moussa n'est pas président de sa plateforme. Donc vous voyez, c'est ça qui complique. Mais le forum dit, un pays, c'est un membre. Parce que ce qui va se passer, si dans un pays, vous avez plusieurs membres, les problèmes internes, si les gens n'arrivent pas à s'entendre, à avoir une structure, ces problèmes vont se rapporter au forum. Aujourd'hui, il n'y a pas que là, au niveau de la PACOF qu'on a ces problèmes-là. Au niveau du Haut Conseil des Maliens de France aussi, on a la même difficulté. Qui est une difficulté interne aussi. Au niveau d'autres fédérations, on a d'autres membres qui sont là. Alors, pourquoi je dis qu'un membre faible, c'est un forum faible? Parce que si jamais une structure n'est pas à mesure de représenter le maximum de sa diaspora, on risque de se priver de certaines dynamiques aussi. Donc on ne va pas avoir ces dynamiques-là. Ça, ce serait très mauvais. Donc ça, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de nous aider vraiment à vous structurer, à parler d'une seule voix. Ça, c'est à vous, c'est vous seuls qui pouvez faire ça réellement. Pour la deuxième chose, avec qui le forum travaille pour les projets. Alors, aujourd'hui, nous avons 23 opérateurs d'appui. Si vous êtes une association congolaise, vous n'êtes pas obligé de passer par une structure congolaise pour accompagner vos projets. Vous pouvez bien passer par une structure vietnamienne ou une structure ailleurs. En général, les gens passent par la structure fêtière parce qu'elle est censée mieux connaître les réalités du pays. Mais techniquement, vous pouvez passer par une autre structure. C'est ce qui fait que les 44 projets financés au Congo, je ne suis pas en mesure de vous dire si tout a été accompagné par la PACOF. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas accompagné par la PACOF. Hein. Vous avez en région des COSIM, des collectifs régionaux, nos membres, qui accompagnent des projets qui sont financés là-bas. L'année dernière, par exemple, en Guinée, je crois que c'est 3 projets qui ont été financés, ou 4. Aucun n'a été financé par la structure fêtière. C'est le Haut Conseil, c'est le Haut de France et le COSIM Ronald, et je ne sais pas, la Bretagne, qui avait accompagné ces projets-là. Donc il n'y a pas de lien direct, mais je peux trouver, hein, je n'ai pas les informations, mais on peut les trouver pour voir qui accompagne. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Oui. Merci pour la question, elle est vraiment pertinente. Vous vous êtes rendu compte par rapport aux discussions antérieures qu'on a eues, par rapport à ces sujets-là. En effet, il est important qu'on se pose de vraies questions. Ces questions vous appartiennent. Moi, je suis le président, je vous représente. La difficulté qui est la mienne aujourd'hui, c'est justement, je me pose la question, comment travailler avec les forêts? Comment poursuivre, comment vous aider, vous qui êtes là? Je voulais que vous vous rendiez compte, vous-même. Vous avez posé la question qui est pertinente. Effectivement, cette dynamique, comme vient de le dire M. le Président, elle est cassée. Depuis un moment, nous avons un peu du mal à réunir, à regrouper les associations. Néanmoins, on va essayer de le faire avec ceux qui sont là, en commençant par mise en valeur de compétences,
de formation à notre niveau. Mais après, au niveau des accompagnements Forim, on verra. On a fait plusieurs tentatives et malheureusement, le ministre conseiller Chima Mpana, il est au courant de toutes ces démarches. Jean Richer, c'est une personne que j'admire, il me connaît, c'est pour cela qu'il a donné l'autorisation. On discute, on est en train de réfléchir ensemble comment trouver des voies et moyens. Bon, je n'espère pas trouver des solutions judiciaires, ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est vraiment de trouver l'intérêt d'ensemble, le vivre ensemble, c'est ce que je cherche. Donc, alors, concernant, monsieur le Président l'a dit, effectivement, les associations congolaises qui sont présentes dans la salle peuvent s'appuyer sur d'autres opérateurs d'appui s'ils les souhaitent. Cela ne soit pas un frein en soi, parce que nous avons tellement de projets, nous avons le choix, soit d'aller voir la PACOF, soit d'aller voir les autres opérateurs d'appui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, à Kinshasa. Et vous avez dit que pour les autres associations qui veulent œuvrer aussi à Kinshasa, la démarche à faire, c'est de commencer par la commune et ainsi de suite. Je voudrais savoir, est-ce que c'est la même démarche aussi pour les associations qui voudront œuvrer à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, c'est-à-dire en province. En province, c'est à Kinshasa. Non, pas à Kinshasa, c'est les Guadeloupe. C'est ça la question. Oui, tout à fait, c'est pareil, parce que c'est notre capitale. C'est bon. Oui, voilà. C'est notre capitale. Si nous voulons aller travailler, comme moi là, cette année, si j'ai fini, parce que j'ai ma soirée les 4, après je vais voyager au pays. Quand j'irai au pays, à Kinshasa, je vais présenter tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai comme idée, et puis ce que je vais donner. Et après, je vais aller jusqu'à l'intérieur à Kisangani. Parce que moi aussi, je suis de Kisangani. Je crois que je vais faire un projet là-bas aussi, mais à commencer toujours à Kinshasa. Parce que c'est le Kinshasa qui est le base de tout. Mais parce que le ministère, il n'y en a pas à Kisangani. C'est toujours à Kinshasa, c'est le même papier. Si vous pouvez avoir les papiers à Kinshasa, vous pouvez travailler partout, c'est notre pays en fait. Il n'y a pas 2 ou 3 noms. Donc peut-être que si je veux prendre encore un autre siège pour que ce soit à Kisangani, il faut que je recommence à Kisangani. Parce que le siège de Kisangani, ce n'est pas à Kinshasa. Ou soit je vais mettre juste l'antenne. C'est tout. C'est le même pays, donc il n'y a pas 2, 3 miracles. Pourquoi je réponds? Merci. Le représentant de la société civile française milite non seulement pour que l'aide publique au développement de la France soit au niveau de l'Europe, au niveau des pays européens, parce qu'on n'est pas au niveau malgré tout, mais aussi pour que la part transitant par la société civile soit revue à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il est démontré, toutes les études démontrent que ce qui transite par la société civile va plus sûrement aux destinataires. Donc nous militons pour que cette enveloppe-là soit augmentée de manière globale, parce que quand elle est globale, évidemment, les associations recevront davantage. Et ce que je voudrais dire par rapport aux associations, aux fédérations, moi je pense que ce qui donne la légitimité et la pérennité des associations, c'est vraiment les actions que vous menez, les actions. Si vous menez des actions louables, forcément, vous allez être devant les choses. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle un tel ou un tel qu'on va continuer à être légitime ou ça, mais c'est vraiment des actions. Ces actions-là, nous, on est là, le forum est là vraiment pour tout le monde. Et ça, c'est pour ça que je dis les pays éligibles, c'est les pays du comité d'aide de l'OCDE, donc c'est une centaine de pays. Donc on n'est même pas obligé d'être membre du forum pour bénéficier de ce projet-là. Nous n'avons pas le droit de dire qu'il faut que vous soyez membre ou membre d'un réseau membre pour bénéficier de ça. C'est des fonds publics qui sont ouverts à tout le monde. Merci. Une dernière question. Une dernière. Je veux savoir. Une dernière. Oui, Pardon, s'il te plaît, madame. Il faut tirer. Je suis la présidente de l'association Femmes et Enfants Maltraités. Donc, c'est ici en France. Je voulais poser une question. Si, par exemple,
combien de temps ça met pour, par exemple, quand on fait la demande d'une subvention, on monte un dossier pour faire la demande de la subvention pour un projet. Et il y a, par exemple, moi, tant que présidente, il y a des promesses. Donc j'ai fait des aides au niveau du Congo avec mes propres ressources. Et là, j'ai un projet donc, au Congo pour faire une construction du centre de formation, tout ça. Donc, et tellement que je cherche des moyens, comment faire pour réaliser ce projet. Et aujourd'hui, par exemple, si on fait une demande, combien de temps ça peut prendre pour avoir cette enveloppe? Le temps, là, on a lancé l'appel à projet hier. Les dossiers sont à rendre le lundi 22 juillet à minuit. Donc c'est à peu près un peu moins de 3 mois. Alors une fois que les dossiers sont rendus, le secrétariat technique met environ 3 semaines à 1 mois pour étudier la partie administrative des dossiers. Ensuite, c'est le comité d'examen paritaire qui se réunit. Normalement, pour cet appel à projet là, au mois de septembre, là, au mois d'août, c'est un temps mort. Donc là, le jury va se réunir en septembre. Donc en septembre, vous avez le résultat. Si ça répond. Après, s'il y a des détails, Moussa va rester ici, je crois. Il pourra donner des détails techniques par rapport au projet. Il maîtrise tout le processus de montage du projet. Je vous remercie. En tout cas, merci encore, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette invitation. Ça nous a enrichi. Je pense que les associations présentes ont pu comprendre le processus. Il faut savoir que le processus de Forim n'est pas simple. Il faut absolument être accompagné par un opérateur d'appui. Donc je ne sais pas si tu as compris, c'est-à-dire que là, les appels à projets viennent d'être lancés, qui vont être arrêtés au mois de juillet, le temps de débrouiller, donc jusqu'au mois d'août, ça va être un temps mort, plutôt septembre. Donc là, c'est parti depuis hier, j'en ai reçu. Encore une fois, merci. On reste avec M. Blamé pour la suite. Donc là, alors, je prends le relais. Je prends le relais, ensuite on va, David Allain va vous présenter justement un outil de communication, parce que le deuxième sous-thème c'est la communication, comment communiquer autour de projets. Et pour ce qui nous concerne, c'est vraiment la communication entre diaspora, l'unité de la diaspora. Je vais vous présenter, je vous présente d'abord le processus par rapport à ce que nous avons entendu de messieurs M. Tianon et de Sylvie. Je vais vous présenter justement, je vous présente donc, je vais vous présenter donc, nos valeurs qui ont été relevées par Jean-Claude, à savoir l'unité. Pourquoi l'unité? Je l'avais souligné tout à l'heure, c'est que la communauté elle est complètement disloquée. On a compris à travers des questions, bon, il est temps de restaurer, de reconstruire cette unité. La solidarité, c'est-à-dire que nous devons être solidaires entre les associations. Pas des invectives, parce que il n'est pas important de se pointer du doigt ou de se dire je fais des activités qui sont beaucoup plus importantes que les autres. Nous constituons tous une chaîne. Nous sommes tous le maillon d'une chaîne. Lorsqu'il manque une chaîne, donc un maillon, plutôt la chaîne ne peut plus être solide. La fraternité, donc pareil, la fraternité, on est dans le vivre ensemble. L'égalité, le respect, la tolérance et la paix, surtout la paix. Hein, le peuple congolais aujourd'hui a besoin de cette paix. Déjà, la société, notre société, donc la RDC, aujourd'hui,
traverse une période assez complexe, socialement, politiquement, tout ce que vous voulez, mais il est grand temps, je pense, de reconstruire cette paix-là, et cette paix commencera par nous-mêmes. Donc, alors on doit se poser la question, qu'est-ce qu'est l'économie sociale et solidaire, hein, donc ce qu'on appelle le ESS. Donc, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, c'est ce que nous faisons, d'accord? C'est alors une coopérative, une mutuelle, association, fondation. Ce sont tous des acteurs économiques, sociaux et solidaires. Voilà. Quel que soit leur statut, hein, adoptent des principes communs de solidarité, d'accord? Utilité sociale, c'est ce que nous faisons. Leur fonctionnement donc, répond à des modes de gestion spécifiques qui s'appuient sur un cadre juridique adapté. C'est ce que nous avons. Nous sommes régis par la loi 1901 en France. En RDC, on aura l'occasion, je vais revenir pour vous expliquer le processus justement des démarches, ce qu'il vient de dire Maman Sylvie. Quels sont les éléments, quelles sont les administrations qu'il faut aller voir pour obtenir justement les documents nécessaires pour exercer justement sur le territoire congolais. Elle encadre strictement l'utilisation de bénéfices qu'elle réalise. Alors là, donc le profit individuel est proscrit. Donc on n'est pas là pour se faire de l'argent. Hein, on fait du social. Donc nos actions sont axées sur l'humain. Hein, d'accord? Et les résultats sont réinvestis. On fait quelque chose, on a le gain, le profit, on le réinvestit. Les ressources financières sont également en partie publiques. Justement, on vient de voir la démonstration, comme ici le président nous a expliqué un peu le processus, comment obtenir le cofinancement. Mais nous avons aussi des mairies. D'accord? Mais par contre, pour les mairies, il y a aussi le processus. Alors, ces documents de source, hein, c'est CDF. Hein. CDF, c'est le Centre de documentation économique, d'accord, et finance. Vous avez un lien, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver toutes ces informations. Donc, les trois piliers historiques hein, de l'économie sociale, donc d'abord, s'associer, coopérer, mutualiser. On l'a entendu, d'accord? Là, je pense qu'on a compris. La difficulté, justement, qu'on a aujourd'hui, c'est s'associer. Les chaises sont vides. On ne sait pas le faire, on doit se battre pour ça. D'accord? Une économie pour un développement centré sur l'humain et non sur le profit. Ça, on l'a bien compris. Donc, la politique générale de la FACEF en France, c'est donc de conseiller, donc on conseille dans la gestion de projets solidaires. Et n'étant pas aujourd'hui l'opérateur d'appui, on paie. Quand même, vous expliquer, vous accompagner ce qu'on appelle les cadres logiques. Les cadres logiques d'un projet, on doit comprendre comment fonctionne un projet. Les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, le budget, comment construire un budget. Nous sommes là, la fédération peut vous aider justement à comprendre ces cadres. Orientation vers les organismes, d'accord, le financement, c'est ce qu'on vient de faire, le FORIM, l'agence micro-projet. Conseil sur la compréhension du cadre logique d'un projet solidaire. Rédaction des rapports d'activité, ça c'est très important. Il faut savoir rédiger un rapport d'activité. Tous les ans, une association doit rédiger un rapport d'activité. Si vous allez demander un financement à la mairie, on va vous demander tous ces éléments. Donc c'est très important pour une association de rédiger un rapport d'activité. Démarche administrative, donc légalisation de certains documents, c'est ce que nous faisons avec M. Matoko, qui est là, d'accord? Par exemple, pour mon cas, mon statut, le statut français, hein, loi 1901, ce que j'ai fait, je suis allé le légaliser au ministère des Affaires étrangères, ici en France, et ensuite par l'ambassade. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, ce document est autorisé à sortir. C'est aussi une démarche inverse. D'accord? Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que votre statut que vous avez, vous pouvez aller au ministère des Affaires étrangères, le légaliser. Il y a un terme à payer, et ensuite, vous allez voir l'ambassade, vous le légalisez. D'accord? Ça veut dire que ce document est autorisé à sortir du territoire français. Etc. D'accord? Ça, c'est au niveau de la France. Nous sommes capables de vous aider là-dessus. D'accord? Au niveau de la RDC, Sylvie l'a expliqué, seulement, là,
j'ai c'est-à-dire l'orientation, conseil, aide aux démarches et aux formalités administratives. C'est que je vais vous montrer, par exemple, vous avez un exemple de document en RDC, vous avez ce type de document. Ce type de document, c'est un document fourni, donc délivré par le ministère de la Justice. C'est ce qu'on appelle le F90D, F92. D'accord? Vous faites la demande, on vous livre ces documents, ce qu'on appelle F90D. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que le gouvernement est sous contrôle, le conseiller Géry qui est là, le nouveau gouvernement est en train de mettre, il y aura un peu de changement. Hein, ça, je vous le dis, d'emblée, il y aura un peu de changement. D'accord? Je viens de Kinshasa il y a 2 mois. Ces documents ne seront plus autorisés, mais sous réserve, je mets entre guillemets. Donc, ensuite, vous avez le document du ministère de la Justice et des Droits humains qui a ces formes-là. Donc, vous avez d'abord au départ le F90D, et ensuite, ça c'est le document d'enregistrement, le document final, qui vous permet d'exercer un RDC. Ensuite, vous avez le ministère de la famille, alors ça c'est le ministère tutelle selon vos activités. D'accord? En fonction, si vous avez des activités scientifiques, ben, il faut vous adresser au ministère de la recherche scientifique et autres. Vous avez ici, donc là-bas, donc vous avez d'abord la demande, et ça c'est le document d'enregistrement. Ensuite, donc vous avez le ministère des Affaires sociales, d'accord, Action humanitaire et solidarité nationale. C'est très important. À partir du moment où vous avez ces documents, vous pouvez exercer librement en RDC. Vous savez, il ne suffit pas de construire une école, mais il faut avoir ces documents. Pourquoi? Parce que vous êtes contrôlé. Hein, Sylvie peut vous en parler. Parce que, bon, vous savez comment ça se passe au pays. Ces gens passent tout le temps, chaque mois, vous risquerez des amendes intempestives. Donc, vous avez ces certificats aussi fournis par le ministère de Plan. Voilà, ce sont des démarches que vous pouvez effectuer en RDC. Pour le plus ample d'informations, vous pouvez nous consulter, on peut vous aider là-dessus. Donc, le calendrier prévisionnel des activités de la Fédération, nous vous proposons 4 activités annuellement. Au mois de tous les ans, au mois de mars, nous avons envie de vous proposer des formations. Comment rédiger un rapport d'activité, montage de projet, comprendre le cadre logique, etc. Au mois de juin, des actions sociales. D'accord? Au mois de juin, actions sociales, des associations. Nous ne sommes pas là, nous sommes là pour sensibiliser, regrouper, nous ne sommes pas là pour réaliser des activités. Les activités, c'est vous. La dynamique doit venir de vos associations. Nous ne sommes pas là pour ça. Au mois de juin, par contre, on peut réunir les associations pour les actions sociales. Au mois de septembre, nous avons envie d'organiser des congrès, d'accord, sur une thématique, par rapport sur une thématique qui peut être choisie, par rapport à l'actualité, etc. Là, par exemple, on a choisi un thème, c'est l'exemple, hein, donc on n'a pas encore validé, un thème, implication de la diaspora congolaise sur la crise socio-culturelle en RDC. D'accord? Ce que nous avons envie de débattre. Donc on doit le valider avec le conseil d'administration. Au mois de septembre, là, nous avons envie d'organiser des conférences. Voilà, le calendrier annuel, donc on a 4 activités annuellement. Au-delà de ça, nous pouvons vous accompagner sur les démarches et conseils. Donc, en annexe, bon, s'il y a des questions, donc je peux revenir. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport aux prérogatives de la fédération, nous, on n'est pas là, encore je répète, pour organiser des activités telles que vous le faites. On est là pour sensibiliser, coordonner, orienter, conseiller. Voilà, je pense que plus clair que ça. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre, sinon je passerai la parole à David Alain pour justement vous expliquer, vous présenter un outil de communication. Pour ceux qui ont des associations, il n'y a pas que des associations, il y a des gens qui organisent des ONG, puis des associations, puis des établissements d'utilité publique. Pour cela, il faudrait se référer donc à la base, comme ici en France, la loi de 1901. À la base, en RDC, il y a la loi de 2002, plutôt 2001.
cette loi-là, tous les documents que le président venait de vous présenter ne sont que des mesures d'exécution de cette loi. Donc, au premier rang, si vous voulez, il faut commencer par lire cette loi-là. Si vous voulez vous constituer comme une association, la loi vous donne les détails. Vous voulez vous constituer en ONG, la loi vous donne les détails. Vous voulez constituer un établissement d'utilité publique, la loi vous donne tous les détails. Et tous les documents-là ne sont que des mesures d'exécution de cette loi. C'est ce que je voulais donner comme précision. Merci. Merci, c'est très pertinent. Je crois que les choses commencent à devenir très sérieuses. Mais concernant les congrès, on est déjà au mois de, disons, au mois de mai. Les congrès, quand même, il faut que ça se prépare. Donc, septembre, je pense que c'est vraiment juste. Mais pour une assemblée générale, ça peut toujours se faire. Mais il faut déjà qu'on commence à mobiliser pour lier quand même du monde du fait que c'est une fédération. De l'autre côté, je tourne vers les représentants de l'ambassade. Par rapport déjà aux activités telles que vous voyez, je ne sais pas ce que vous concevez dans l'avenir, la façon dont vous pouvez travailler aussi avec les associations. Puisque si je ne m'abuse, je sais qu'à l'époque, il y avait le service culturel à l'ambassade qui travaillait vraiment de commun avec les associations. Et on tenait même nos réunions des assemblées générales à l'ambassade. Donc, il y a du nouveau, il y a des débats, hein, surtout les thèmes très importants, les thèmes qui est probablement prévu pour débattre au Congrès. Il serait mieux que vous en teniez déjà compte pour essayer de voir comment préparer et comment d'accord avec les associations. Merci. Merci. Effectivement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le timing est très serré. On ne l'a pas encore validé. Comme on l'a fait aujourd'hui. Donc cette activité devait avoir lieu au mois de mars. Donc on l'a décalé, faute d'organisation interne. Mais effectivement, on en tient compte. Si on n'arrive pas à tenir ces congrès au mois de septembre, ça sera repoussé au mois de décembre pour que l'année d'après, on commence, qu'on réalise notre calendrier prévisionnel normalement. Merci. Donc je passe rapidement, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je passe la parole à David Amer. Oui, juste par rapport au mois de juin, vous avez parlé des actions sociales. Comment ça va se dérouler? Madame, tu poses de bonnes questions, après ça rentre, ça donne. Merci. Alors, les actions sociales, le mois de juin, ce sont des actions qu'on va identifier par rapport à vos activités. C'est-à-dire qu'on va identifier 2 ou 3 associations, d'accord, admettons, par rapport à la santé, l'éducation et autres. On va vous mettre ensemble. C'est ça le plus important, on va vous mettre ensemble. Vous allez, donc là, si vous voulez, il y a un point que j'ai omis de souligner, c'est que la fédération continue à recruter, c'est-à-dire à faire enregistrer le membre. C'est-à-dire qu'on doit constituer ce qu'on avait prévu, une commission technique. C'est cette commission technique qui va travailler justement pour la réalisation de ces pas. En fait, aujourd'hui, on travaille avec le bureau et le conseil d'administration. Mais on a dû mettre en place une commission technique. Donc, qui va réunir et identifier les associations par rapport à leur type d'activité. Et en fonction de ces activités, on vous fera savoir. Pour l'instant, on n'a pas encore, on est en plein recrutement. Voilà. Votre question est pertinente, on est en plein recrutement. La raison pour laquelle on vous a fait venir, pour que vous puissiez, qu'on puisse voir ensemble si vous souhaitez adhérer ou pas. Aujourd'hui, nous comptons qu'une vingtaine, et on est une fédération. Donc, dans ma base de données, j'ai une centaine dans ma base de données. Une centaine d'associations. Donc, c'est une base de données qu'on partage avec le conseiller culturel, M. Raymond Chumba. Donc, on partage cette base de données. Donc, on a aujourd'hui dans notre base de données une centaine d'associations, mais voilà, j'ai envoyé un mail à une centaine d'associations. Voilà. Donc, on est en plein. Merci. Voilà, je passe rapidement la parole à David. Rebonjour, mesdames et messieurs.
Le sujet dont j'ai choisi de vous entretenir aujourd'hui est en droite ligne une continuité de ce dont on a entendu parler tout à l'heure. Et moi, je suis particulièrement ravi d'avoir entendu tout ce qui nous a été exposé tout à l'heure, parce que ça soulève, ça montre d'abord une dynamique bien installée déjà dans notre communauté, qui met en lumière la volonté de chacun d'entre nous d'aller de l'avant. Mais il est tout à fait intéressant de noter que nous piétinons un petit peu quand même dans cette dynamique-là, et ça date pas d'aujourd'hui, ça fait des décennies que petit à petit nous avons compris l'importance de faire des projets de développement, nous impliquer dans la vie de nos communautés, et nous avons aussi progressivement compris l'importance de chercher des ressources. La mobilisation se fait petit à petit, mais elle se fait très bien. La présence du président du FONI en témoigne, une organisation panafricaine quasiment, et qui soutient ces efforts-là. Et j'ai choisi plutôt de parler d'un aspect spécifiquement congolais, dans cette dynamique de recherche de moyens de développement. C'est pas par hasard. Je suis parti du pays en 1980. Donc je suis en Occident depuis 80. Il y a des gens qui sont là depuis bien plus longtemps, partager avec nous la vie dans la diaspora et nous laisser la vie, elle a une fin pour chacun. Et à chaque fois, nous portons ça avec beaucoup de souffrance dans nos cœurs, parce que ces aînés viennent mourir à l'étranger, dans des pays tiers. Et leur regret de finir leur jour à l'étranger, ils nous les confient. Et ce que nous partageons quotidiennement. Et ça m'a ramené à faire de façon personnelle une introspection, une analyse un petit peu de mon parcours depuis les dernières années avant le départ du pays jusqu'à aujourd'hui. Et à travers cette introspection, j'ai fini par me dire qu'il était abject de fonctionner comme je fonctionnais il y a des années déjà. Donc, je parle là de 2006, 2005, par là, en dehors de la communauté congolaise. Totalement en dehors. Les études, le travail. Et vers les années 2006, j'ai choisi de revenir vers la communauté. Ce qui m'a poussé à faire cela, c'est un constat. Tous les efforts que j'ai pu faire de façon individuelle pour développer des projets, pour bâtir des choses petit à petit au pays, en relation avec des compatriotes que je choisissais, tous nos efforts sont toujours, si on veut être objectif, voués à l'échec. Et nous recommençons indéfiniment depuis des décennies. Je ne vais pas remonter à avant l'indépendance du pays, mais depuis 1960, si le Congo avait été un bébé, né en 1960, qui serait aujourd'hui un adulte d'un âge conséquent, mais qui n'aura rien accompli. C'est sévère ce que je dis, mais c'est la vérité. Un adulte qui n'a pas voix au chapitre à travers les peuples du monde. Un adulte qui a encore besoin d'aller chercher des tiers pour édicter des programmes de financement pour qu'ils puissent proposer ces programmes de développement, et puis ils sont soumis à études. C'est encore comme ça aujourd'hui. Mais dans ce parcours, je me suis rendu compte d'une chose. Nous sommes quand même gâtés extrêmement formidablement par la nature. Nous prions beaucoup, nous croyons en Dieu, chez nous, et Dieu nous a gâtés, et nous ne sommes pas capables de nous en rendre compte. Il a fait de nous des enfants de ce pays-là. Un pays de 2 300 000 et quelques kilomètres carrés, richissime. Je n'en connais pas d'autres à travers le monde aussi riches que le Congo. Il n'y en a pas. Ni les États-Unis, ni l'Australie, ni la Chine, ni la Russie. Ces pays-là ne sont pas aussi riches que notre pays. Et il nous a dotés d'une autre richesse, nous-mêmes. Je ne sais pas si, en dehors de peut-être l'Inde, il y a au monde une population qui peut revendiquer une richesse socio-culturelle comme la nôtre. Je n'en connais pas. Mais nous connaissons tellement mal ce que nous sommes nous-mêmes. Nous connaissons tellement mal ce qu'est le pays d'où nous venons.
qui est le nôtre, où nous sommes nés, que cela explique en soi pourquoi tous les projets que nous menons, que ce soit au pays comme à l'étranger, sont tenus à être recommencés indéfiniment et nous n'aboutissions absolument pas au résultat que nous escomptons. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui du renouveau congolais. Et ce renouveau congolais se fonde sur le renouveau de l'esprit de l'individu congolais, de l'être congolais. J'ai rencontré le président José qui est ici il y a quelques semaines, à peine, avec beaucoup de joie. Et dès qu'il m'a parlé de ce forum, il n'a pas eu à se battre pour me convaincre, j'ai accepté d'emblée. Et nous voici aujourd'hui ensemble, mais avec un petit regret au cœur, c'est que nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui. Il vient de dire une centaine d'associations congolaises dans sa base de données, et nous sommes à peine une vingtaine. Oui, je le vois, je vois les listes. Une vingtaine, même pas assez pour constituer une seule association conséquente, solide. C'est le regret, le premier que je peux exprimer de cette journée. Mais le renouveau congolais, pourquoi? Parce qu'il s'impose à nous une nécessité d'une solution durable à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Des efforts de développement socio-économiques, mais qui sont morcelés à chaque fois. C'est vrai que la microéconomie a pris beaucoup d'essor, les micro-projets sont encensés, c'est formidable, j'y souscris à 100%. Mais quand on passe en revue l'ensemble de notre programme, de notre problème, je devrais dire, il s'impose à nous, au jour d'aujourd'hui, une nécessité d'une solution globale. Ça ne met absolument pas en question toutes ces belles paroles que j'ai entendues aujourd'hui, qui sont fort réconfortantes parce que ce sont des initiatives déjà lancées. Une solution durable, mais comment on fait pour y parvenir? Nous devons faire un effort de développer une conscience communautaire de l'intérêt collectif. Ce qui explique que nous faisons des projets toujours à l'échelle micro et limitée dans le temps. C'est, de mon point de vue, après une série en tout cas de très nombreuses années d'introspection, la nécessité de prendre conscience que nous pouvons nous développer, changer notre situation de façon durable en le faisant au sein d'une communauté unie, soudée et orientée, tournée vers le développement d'un intérêt collectif pour bénéficier de la force de la collectivité. Et nous ne sommes pas les mal lotis pour réussir cela. Pourquoi? La diaspora congolaise représente à peu près, je vais m'appuyer sur le président, pas moins de 6 millions de personnes. Je n'ai pas le chiffre exact. J'aimerais en dire davantage, mais je pense que la diaspora congolaise, c'est bien plus que 6 millions de personnes. Oui, le double de 6 millions. Admettons, je pars sur le principe de 6 millions. Aucune banque ici, dans la diaspora, en Europe, comme en Amérique où j'ai passé quelques années, je prends l'exemple au Canada de la Caisse des Jardins, qui est une banque coopérative importante. Cette banque a 5 600 et quelques mille personnes comme clients inscrites à la banque. Chaque année, tous les 12 mois, cette banque affiche des bénéfices nets chaque année de plusieurs millions de dollars américains. Et nous, dans la diaspora, nous sommes plus de 6 millions. Je prends le chiffre de 6 millions pour être en adéquation avec ce que je viens de dire sur les banques. Admettons que les 6 millions des Congolais de la diaspora, qui parlons comme nos compatriotes qui sont restés au pays, à chaque fois que nous avons un projet, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, nous cherchons des bailleurs de fonds. Nous sommes 6 millions
Et chaque année, dans la diaspora, nous payons aux banques dans lesquelles nous avons ouvert des comptes quelque chose comme 300 € par an de frais de fonctionnement de nos comptes. Chaque année. Je vous ai dit que je suis en Occident depuis 1980. Si je faisais le total de ce que j'ai dépensé, rien que pour payer ça, je crois que ça ne suffirait pas que je me pince. Ça fait beaucoup d'argent. Mais chaque année, nous payons ça. Si nous voulions porter par nous-mêmes notre autonomie financière pour être capables de financer les projets de développement chez nous, serions-nous disposés à accepter d'être sociétaires d'une institution financière dont nous serions, je dis bien sociétaires, si on nous demandait de payer une fois dans notre vie, une seule fois, l'équivalent de ce que nous payons chaque année aux banques étrangères dans les pays où nous habitons. J'ai déjà posé cette question maintes et maintes fois dans la communauté congolaise, dans beaucoup de pays. La première réaction quand les gens entendent ça, c'est encore des histoires d'argent. Nous nous connaissons très bien. Qui va gérer cet argent-là? Moi, je ne veux pas que l'on me vole mes 300 $. Hein? On a déjà entendu parler de quelque... Et dans l'espace de quelques minutes, il suffit pour avoir des centaines et des centaines d'arguments qui vont aller contre. Mais nous n'hésitons pas, à chaque fois que nous avons un projet, à mettre des mois et des mois à courir après des bailleurs de fonds que nous sommes. Nous sommes les meilleurs bailleurs de fonds en Occident pour la diaspora. Commençons par là, parce qu'il y a une maman tout à l'heure qui a posé une question très légitime en disant nous avons des projets dans la diaspora aussi qui ont besoin de supports financiers pour être financés, pour être développés. Dans la diaspora, la misère n'est pas au pays. Comment nous faisons pour changer la vie que nous avons déjà ici pour après être capable de porter la souffrance qui est au pays, apporter des projets que nous pouvons financer de façon durable. Nous sommes ces bailleurs de fonds. Nous sommes la communauté internationale que nous appelons de concert avec nos sœurs et nos frères restés au pays pour qu'elles viennent nous aider financièrement à porter le développement que nous souhaitons. Nous n'avons pas à appeler une communauté internationale, nous sommes à l'international, tous, autant que nous sommes ici, et ceux qui ne sont pas venus. La communauté internationale dont le pays a besoin, et la diaspora elle-même a besoin, c'est nous, ici. Mais pour arriver à intégrer cette démarche-là, à l'accepter, à la porter et l'accomplir, je pense qu'il est important que nous passions à travers le projet du renouveau de l'esprit du Congolais. Pour que nous puissions effacer les tiraillements, effacer les récriminations que nous sortons volontiers, mais à la première seconde, pour que nous puissions effacer les barrières qui nous séparent les uns des autres. Parce qu'autrement, nous ne pourrons pas répondre à la première condition qui pourrait nous permettre de relever le défi dont je viens de parler, une communauté sociale qui a une identité, et à travers cette identité et sa dimension, au moins 6 millions de personnes, ça peut être un objectif, sinon, comme j'ai entendu dire le président, nous approchons les 12 millions. C'est inimaginable. Devenir cette communauté-là et s'appuyer sur le poids de la masse critique de la communauté, c'est-à-dire 6 millions si nous y arrivons, peut-être davantage, puisque nous aurons peut-être bien compris, et transformer cette force de cohésion, la force de l'union reconstruite en outil de développement social et économique. Cela demande à chacun d'entre nous d'accepter le défi pour lui-même déjà, de se remettre en question individuellement, de dire « je me regarde de mon nombril, je suis de ceux qui rejettent la communauté, je suis de ceux qui pensent que
Si je rentre dans une association où on va demander une cotisation, forcément qu'il y a quelqu'un dedans qui veut tirer profit de l'argent que je veux mettre. Je suis de ceux qui pensent que la crédibilité d'une démarche d'encadrement de nos projets vient sûrement, forcément, bien d'une organisation autre que congolaise, portée par l'ONU, je ne sais pas, une institution étrangère. Beaucoup de ces choses-là, nous devons prendre sur nous pour les remettre en question. Dire ce qui fait de moi un Congolais digne de ce nom, c'est la congolité de mon compatriote qui est juste en face. Ce qui fait que, d'ailleurs, est-ce que nous avons encore une société, la société congolaise, le peuple congolais? Même ça, c'est mort. C'est mort tellement, il y a tellement longtemps que nous n'arrivons même pas à nous poser la question de savoir si on est encore un peuple. Et dans ma démarche, moi, j'ai pu choquer plus d'une fois des compatriotes dans des réunions comme ça, en affirmant que non, nous ne sommes ni un peuple, ni une nation, et a fortiori, un peuple qui n'est pas une nation n'a pas de patrie. C'est un peu ce qui explique que nous sommes très facilement suédois, allemands, autrichiens, partout où nous habitons, nous devenons des gens du coin. Mais c'est dans notre esprit que nous pensons ça. Parce que nous ne pouvons pas, et nous le réalisons entre nous, nous ne pouvons pas prendre racine là où nous sommes. Et ça, c'est quand des événements qui touchent à l'émotion nous frappent, que nous réalisons, nous nous rendons compte de ça. Mais c'est pas mort. C'est pas mort. Nous pouvons encore refaire marche arrière, dans une sage introspection, nous remettre en question et dire « Je ne serai un Congolais entendu, écouté ». Vous voyez tout de suite à quoi je peux faire allusion quand je dis ça. C'est qu'à travers le monde, le Congolais, nous avons beau crier, manifester, marcher, il n'y a personne qui répond. Personne, aucun média. Pourquoi? Parce que même si nous sommes 98 millions, nous parlons individuellement. Nous manifestons individuellement. Tous ceux qui nous regardent nous voient nous tirailler. Mais à tout moment. Donc ils savent que nous ne sommes pas unis. Et des gens qui ne sont pas unis ne peuvent pas revendiquer la force d'une collectivité qui n'existe pas. Ils le savent. Et c'est facile à inverser. Parce que, d'ailleurs, je peux partager, c'est mon point de vue, la chose qui est la plus crainte par les intérêts économiques auxquels on peut attribuer la responsabilité, et je le fais très très rarement, de ce que nous vivons, parce que nous sommes les premiers responsables, à cause de cette désunion, ne craignent qu'une chose, que nous nous mettions à parler comme ça. Et si on se réunissait? Et si on reconstituait la société congolaise? Et si on redonnait une dimension d'une collectivité unie qui peut parler d'une seule et même voix? Ça, tout de suite, ça fait peur, ça effraie. Ça effraie pourquoi? Parce que ce sont les autres qui connaissent le mieux la richesse socio-culturelle du Congo que nous représentons. Ce sont les autres qui connaissent le mieux ce que peut être la force de notre société si on ne se tiraillait pas. Et ça, vous pouvez le remarquer par vous-même, ils ne nous aideront pas à ce qu'on puisse s'unir. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc c'est à nous qu'il revient de faire cette démarche-là, de prendre conscience que c'est une faiblesse. Plus qu'une faiblesse, c'est une tare qui mine inexorablement tous les efforts que nous pouvons mener pour essayer d'aller de l'avant. Ça fait 60 ans que c'est comme ça. Nous l'avons reçu en héritage quasiment. Je pense qu'il est temps que nous prenions des résolutions de ne pas léguer ça à nos descendants, pour qu'ils n'aient pas à le léguer eux aussi à leurs descendants.
Et aujourd'hui, nous pouvons faire ça. Les associations, que le président rappelle de ses voeux et qui n'ont pas répondu à la réunion d'aujourd'hui, doivent devenir, dans cette démarche, les lieux de fraternisation pour retourner vers cette reconstruction de la société. Jusque-là, ce sont des lieux où nous avons posé les racines du tiraillement. C'est peut-être un peu ça aussi qui fait que, dans la méfiance habituelle, les gens ne sont pas venus aujourd'hui. C'est très triste qu'on en soit là. Les micro-projets, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est excellent, c'est vraiment très bien. Nous en avons fait beaucoup depuis des décennies et le temps, je pense, est venu de réaliser qu'il faut cette solution durable que je propose. Et il faut construire une solution durable d'une autre portée. Si l'on veut que l'impact de toutes nos initiatives sur le terrain, au pays, et ici dans la diaspora, nous permettent de faire un changement que plus personne ne peut remettre en question. Nous avons un outil déjà installé en ligne pour sensibiliser l'ensemble des membres de la communauté à cette démarche d'introspection. Nous avons un site, on partagera les coordonnées tout à l'heure. Il est anonyme, il ne porte pas l'identité de quelqu'un. C'est un lieu fédérateur pour tous, où nous pouvons aller nous ressourcer un petit peu sur les valeurs fondamentales de la fraternité congolaise. Nous avons aussi un groupe sur Facebook. Quand il a commencé à fonctionner, nous-mêmes qui avions travaillé à le mettre en route, étions très sceptiques. Mais ça fait presque 2 ans et il réunit quelque chose comme 70 groupes constitués de Congolais. Certains sont au pays, d'autres sont éparpillés à travers le monde, mais des groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui échangent très bien. Quand ça a commencé, c'était dans le tiraillement. Aujourd'hui, la plupart des gens qui écrivent qui échangent sur ces groupes-là s'appellent chers compatriotes. Et quand on a vu l'évolution arriver, c'était très heureux, mais c'était extrêmement surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça aille là. Donc, nous avons un outil de fraternisation. Les associations qui sont les nôtres, les associations de Congolais, doivent devenir des lieux de pétrissement dans les ferments de fraternité. C'est très important. Si nous ne faisons pas ça, nous ne pourrons pas, nous continuerons et nous laisserons à nos enfants nos projets, nos micro-projets, le développement de micro-économies. Ça pourra réussir pour certains, ça ne marchera pas pour d'autres. Et ça fait 60 ans que c'est comme ça et ça va continuer encore longtemps. Pendant ce temps, si nous regardons derrière nous, nous regardons le Congo que nous avons laissé derrière, et c'est lui qui est là aujourd'hui, je pense que les différences et les menaces qui pèsent dessus n'échappent à personne. Nous pouvons toujours nous verser d'illusions et dire nous sommes dans un monde mondialisé, mais dans ce monde mondialisé, chacun, à un moment ou à un autre, va retremper ses racines dans son propre pays d'origine. Nous parlons, c'est malheureux à donner un exemple, mais là, présentement, nous sommes tous Congolais, et moi, je vous parle en français. Nous avons échangé en français. Quand nous essayons d'aller dans les réunions des autres, chez les Chinois, par exemple, ils vont parler chinois, les Vietnamiens parlent vietnamien. Ils sont capables de parler français et anglais aussi. Quand on va chez les Américains, ils font tout en anglais, c'est leur langue. C'est là, dans cette langue-là, où leur identité peut s'exprimer. Ils se définissent dans la langue naturelle de leurs origines. Nous avons perdu ce réflexe. Nous sommes allés très loin. Nous avons perdu ce réflexe-là. Ça n'est pas un sujet simple à introduire, ça n'est pas un sujet facile à exposer, mais il est impossible de contourner ce sujet-là, si nous voulons arriver à quelque chose. C'est-à-dire, si nous voulons que partout où on peut aller dans le monde, on puisse nous regarder pour ce que nous sommes. Quelques minutes, j'ai perdu mon petit support. Pardon ?
cas, je ne veux pas me monopoliser la parole. Je tenais beaucoup. J'ai éludé beaucoup de sujets que j'avais mis dans cette projection pour vous en parler. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas aller en opposition par rapport aux présentations qui ont été faites avant. Mais il était pour moi extrêmement essentiel que je vous amène là. Ce que je viens d'exposer, c'est une démarche que nous devons adopter individuellement. En sortant d'ici, même si nous ne sommes pas nombreux, il serait important que chacun d'entre nous porte ça comme une mission. Jusque-là, c'est un sujet que nous avons toujours pris à la légère dans la communauté. Et pourtant, le développement ne peut être effectif que s'il est partagé de façon collective. Il est très important que chacun puisse épouser cette cause-là et prendre sur lui d'être le promoteur de la démarche de fraternisation. Il faut que nous tendions la main à chacun de nos compatriotes. Nous n'avons pas le choix si nous voulons que les choses changent. Et cette première démarche va nous conduire à étoffer les relations dans les associations congolaises où nous pourrons nous regarder comme des sœurs, comme des frères, partager de cette façon-là, dans un intérêt commun, d'aller de l'avant. Et une fois les associations établies dans cette dynamique de fraternisation, pour revenir à l'exemple que j'ai présenté au début, qui est un choix, comment dire, global, de devenir nos propres porteurs de finances des projets que nous développons, la dynamique des associations devra être conduite à former un collectif au niveau mondial, de la diaspora. Je parle là seulement de la diaspora parce que nous avons dans la diaspora le devoir de devenir le levier de développement au pays, en appui à ce que le gouvernement, ceux qui sont au pays, qui tiennent les rênes du changement, ont besoin. Mais ils n'ont pas besoin d'être financés par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, parce que nous savons tous, nous avons compris, le temps a passé, que pour chaque dollar apporté par ces organismes, nous payons très cher derrière et pour longtemps. Et si nous voulons retrouver l'autonomie financière, nous devons aller vers la remise en question de nos individualités, la remise en question de la stigmatisation dans la communauté. Nous devons comprendre que reconstruire une dynamique de solidarité, reconstruire une société unie, ayant le regard tourné vers un même objectif, nous permettra de transformer la force de cette dynamique-là, qui sera posée sur un objectif à atteindre, si on y vient, de pas moins de 5 à 6 millions de personnes dans les diasporas, pour transformer cette force communautaire en une institution financière. Je ne veux pas parler ici des détails de ce que peut faire cette institution-là, ni comment elle peut fonctionner. Je sais que dans nos esprits, les questions de qui va gérer cela, comment ça va être constitué, quelle identité ça va porter, je peux donner 2-3 éléments là tout de suite. C'est que, comme n'importe quelle institution financière, ça peut être une banque, il y a des organismes qui ne sont pas congolais, qui sont internationaux, dont le travail, ils sont experts, et de porter des projets comme cela. Si, unis, nous sommes capables de devenir les sociétaires futurs d'une institution comme celle-là, ça voudra dire que nous aurons levé les moyens, individu par individu, de donner mission à une institution internationale, peut être suisse, de n'importe quel autre pays, de nous bâtir cet organisme et de mettre à la tête des experts en gestion qui vont faire de nous de façon anonyme, dans le monde des institutions financières, une institution capable de financer chacun des projets que j'ai entendus ici, avec une vocation particulière. Non seulement elle est sur la place des institutions financières, mais pour chaque projet congolais, à l'intérieur de l'institution, il y a un cœur dédié à mener vers la réussite, mais une réussite pérenne de chaque projet
destinée à la communauté congolaise. Et ça, sans jamais aller supplier qui que ce soit pour qu'il nous prête 1 000 $, 10 000 $, avec des conditions qui vont à la longue empêcher l'accomplissement du projet. Nous pourrons devenir, et c'est mon souhait, le levier de développement social et économique de non seulement la diaspora, mais aussi du reste de la société que nous avons laissé au pays. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'invite chacun à réfléchir. Parce que c'est déjà dans notre communauté. Il y a des gens qui se réunissent comme ici, c'est la première fois que je suis invité là. Forcément, je veux devenir membre. Et on laissera voilà. Et donc, poursuivre à travers des questions. Voilà. Et donc, on va confier cette réflexion au président, au comité qui gère l'association des associations congolaises de France. C'est déjà intégré dans certaines associations au Canada, par exemple. Nous essayons d'amener ceux des États-Unis à lancer eux aussi la réflexion sur le même thème. Ça n'est pas pour dans 10 ans. Nous avons trop pris l'habitude de faire des colloques sur le développement, des réunions et des conférences. Pour une fois, oui, je ne pouvais pas finir sans dire ça. Pour une fois, essayons d'intégrer non seulement l'idée, la réflexion, mais aussi le fait que nous allons nous engager pour que ça se réalise. Pas pour qu'on fasse dans un an un autre colloque pour parler du développement potentiel ou de la diaspora ou des projets économiques au pays. Je vous invite vraiment à réfléchir sur ce thème-là, même si c'est un peu rébarbatif, c'est voulu, parce qu'il faut qu'on s'imprègne de l'idée qu'il faut qu'on change individuellement notre regard que nous portons sur nos compatriotes, premièrement, que nous changeons notre rapport au pays, deuxièmement, que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Nous avons une multitude de raisons de l'être et que nous puissions faire preuve de capacité d'engagement pour relever un défi, même s'il nous paraît impossible. Il n'est pas impossible à réaliser, d'autres l'ont fait. Et je vais finir sur un exemple qui montre la possibilité de réaliser ça. Dans le nord du Canada, il y a un peuple indien, les Inuits. Ils ne sont pas plus de 300 000. Ils ont été presque écrasés complètement par les occupants, français et anglo-saxons. Ils ont commencé à comprendre assez tardivement et se sont levés pour se battre. Je dis bien 300 000. Aujourd'hui, les Inuits ont une banque de développement. Inuit. Ils ont une compagnie aérienne que le Congo n'a pas. Je dis bien une compagnie aérienne avec un chef pilote indien, des pilotes femmes, des pilotes des avions, pas loin de 150 appareils, donc une société économiquement indépendante, structurée. Ils sont dans le foie, dans le nord du Canada. Est-ce que nous aurions été capables de faire preuve d'un tel courage si nous habitions le nord du Canada? Nous, la nature nous a gâtés, nous a donné un pays superbe, richissime, immense. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est une question que je laisse dans l'esprit de chacun d'entre vous. Et je vous remercie. Et s'il y a des questions à poser, je veux bien y répondre. Merci. Merci David Alain. On va passer à une série de questions. Est-ce que je peux retenir une institution financière? Est-ce que nous sommes capables de réaliser une telle prouesse? Est-ce que nous sommes capables de travailler ensemble pour aider notre pays? Donc ça, je pense que c'est sur cette question que nous devons interroger M. David Alain. Quel est l'outil qu'il a mis en place pour y parvenir? J'ai retenu par rapport à tous ces dires que pour l'intérêt commun de la communauté, redevenir une vraie communauté, avoir une vraie identité, force économique, nous représentons, est-ce que nous représentons une force économique? Est-ce que nous en sommes
capable, ou ça ne restera que des mots, une richesse socio-culturelle. Est-ce que nous sommes capables de mettre en place des solutions durables, de valeurs de fraternité, de valeurs, donc de revenir à des valeurs fondamentales de la fraternité? Est-ce que nous en sommes capables? Donc, je vous laisse poser des questions à M. David Allaire. Est-ce qu'il y a des questions? Comment faire pour mettre en place cette institution financière? Il y a un pasteur qui nous reproche dans la c'est comme si je dis attendre un pasteur qui nous reproche tout le temps, qui est dans la culpabilité. Pourquoi? Or, tout le monde qui sont venus ici aujourd'hui, ils sont à tête d'une association. Déjà, il faut les exhorter à continuer. Inutile de retourner toujours les couteaux dans les plaies qu'il y a 60 ans. C'est comme si on attend quelqu'un qui nous reproche tout le temps. Mais il y a des gens qui font des efforts. C'est temps d'avoir une association pour la dame. La dame qui aide les enfants, il faut les soutenir. Et alors, donnez-nous concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette plateforme. Le ministre qui vient de passer tout à l'heure, le ministre des Forêts, nous a expliqué les actions concrètes. Comment ils ont fait, comment ils arrivent à faire. Au lieu de nous reprocher, donnez-nous, soyons réalistes, qu'est-ce qu'il faut faire? Cotiser, nous qui sommes là, parce qu'on ne va pas attendre d'être sans association. Ceux qui sont là, essayons de les aider et de les soutenir. D'abord, les féliciter et de les soutenir, de les tendre la main. Attendons pas seulement qu'il y a 100 personnes. Parce que la personne qui s'est déplacée ici, elle est à tête d'une association. Et c'est là, je veux dire, elle a déjà géré quelque chose. Et elle veut avancer. Ne reprochons pas. Mettons des choses concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cotisons l'argent, faisons une plateforme comme ça, c'est tout. Je veux que je sache concrètement qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont déjà vos actions sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Pour ne pas perdre le temps. Merci. Dans mon propos, il n'y a pas de reproche, pas du tout. J'ai commencé comme ça en disant microéconomie, micro-projet, formidable. On n'arrête pas, on continue. D'ailleurs, ce dont je viens de parler ne met absolument pas en question tous ceux dont on a entendu parler tout à l'heure, hein, absolument pas. Parce que c'est par le biais de tout ce qui a été fait jusque-là que l'on pourra sensibiliser les gens à ce que l'on va faire de façon concrète, si et seulement si tout le monde souscrit à ce qu'on fasse. Mais pour amener les gens à accepter de le faire, et moi je salue votre réaction, parce que dans vos propos, je comprends que si déjà il y a quelque chose sur place, vous adhérez. Formidable. C'est tout ce qu'on demande, c'est ça. C'est cette adhésion. Mais ça ne remet absolument pas en question toutes les actions qui ont été menées. Au contraire, si nous pouvions relever ce défi-là, chaque projet qui est déjà lancé ou qui est à venir trouvera son support dans une organisation comme celle-là. Mais elle demande quand même un premier pas. Encore une fois, ça n'est pas une critique du tout, parce que la critique, ça fait des années qu'on se fait des critiques. Je viens de dire tout à l'heure qu'il faut qu'on balaye ça. On se donne la main pour essayer de fraterniser et regarder de façon lucide si c'est une solution pertinente ou pas. Pour mettre ça en place, il y a une première étape, pour répondre avec précision. La première étape, c'est qu'on s'en parle, déjà. C'est la première fois, je crois, où on l'annonce comme ça ici, mais ça ne s'arrête pas là. Les associations congolaises déjà établies, j'ai dit tout à l'heure qu'elles vont servir de terreau de fraternisation autour d'un projet comme celui-là. Il n'est pas porté par un individu, du tout. Un rôle modeste que je porte aujourd'hui, d'en parler. Tout simplement. Et j'ai passé la main. Je finissais comme ça tout à l'heure, je vous ai passé la main. Que vous puissiez vous aussi en parler autour de vous. Et ça reviendra à travers les conseils d'administration des associations pour tendre vers quelque chose que nous mettrons ensemble en place, c'est-à-dire un comité de pilotage, de développement de ce projet, dès lors que dans quasiment un certain nombre d'associations, on aura compris que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. En dehors de tout le reste,
personne n'arrête son projet aujourd'hui. L'association la Fédération des associations congolais de France ne change pas de paradigme de travail aujourd'hui, hein, absolument pas. Non, elle reste telle qu'elle, sauf que si tout le monde souscrit, on intègre dedans cette dynamique-là de sensibiliser tout le monde à adhérer à une démarche qui va rendre, ça je ne l'ai pas dit dans mon propos, l'objectif final c'est de nous donner l'autonomie financière. C'est de ne plus attendre que quelqu'un, un tiers, vienne, accepte. Au bout de combien de temps, on ne sait pas. Mais c'est de décider nous-mêmes, en toute liberté, de ce que nous allons faire et d'être autonome du moment où on dit ça va coûter 100, ben on prend ça, on paye. On ne doit des comptes à personne d'autre. C'est juste ça l'objectif. Merci, on va passer. Merci, très bien. Maman, c'est bon? Je pense qu'il a été clair. À peu près. Bonjour à tous, donc moi c'est Leslie. J'avais plusieurs questions. J'avais une première question qui était est-ce que, donc j'ai oublié votre prénom. David Alain. David Alain s'était renseigné et s'il avait essayé de s'informer pour savoir s'il n'y avait pas déjà des structures de Congolais qui œuvraient dans ce sens. Ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui a empêché pour l'instant votre projet de se matérialiser, donc le projet de développement. Quels ont été justement les freins et les difficultés que vous avez? Et la troisième question, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, c'est est-ce qu'il est pertinent de toujours copier ce qui se fait? C'est-à-dire dans certains pays, les banques de développement, ça fonctionne. Nous, on a tendance à vouloir prendre quelque chose qui existe, venir le copier-coller à la RDC. Or, le Congolais et la RDC est un pays particulier. Donc est-ce que, enfin moi je suis plutôt de ce sens-là, est-ce qu'il ne faudrait pas justement réinventer un système qui s'adapte aux spécificités du Congolais, de notre histoire, du fait que voilà, on ne se fait pas confiance entre nous, ou des spécificités tout simplement, parce qu'on voit souvent en fait des personnes qui viennent importer des modèles occidentaux en Afrique alors que ça colle pas en fait, c'est pas les mêmes voilà, difficultés, réalités. Et enfin pour terminer, je vais vous donner l'exemple de nous, ce qu'on a fait au sein de notre association. C'est pas une banque de développement, mais c'est quelque chose qui nous ressemble en fait. C'est-à-dire que nous, on ne voulait pas monter un fonds d'investissement parce que c'est compliqué et que c'est juste à la mode, mais en soi, c'est pas très efficace. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une société. Une société, une SAS classique. Enfin, je précise que je suis juriste en droit des sociétés, donc ça a été facile de le faire parce que je connaissais mon domaine, je fais ça tous les jours. Et donc, on a créé une SAS, une société, donc pour ceux qui ne connaissent pas, une société classique, donc créer une société, sauf que la SAS, on a ajouté une particularité, c'est que c'est une société à capital variable. Ça veut dire que le capital social, il augmente, il descend, en fonction, en fait, des gens qui rentrent, des nouveaux associés, donc des membres qui souhaitent devenir associés. Parce que nous parlons là le président a ajouté tout à l'heure 12 millions dans la diaspora, ça fait beaucoup. Il y a la Société Générale, elle a combien d'actionnaires? Elle a des millions et des millions. Oui, ils ont tous, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais non, mais c'est quand même pas innocent hein, que je dise ça. 12 millions dans la diaspora, nous sommes la première base visée par ces démarches-là, et 98 millions de pays, minimalement. Donc c'est une formule intéressante. Nous avons cherché, je n'ai pas trouvé mieux que ça, pour l'instant. Et je n'ai pas la prétention de dire que je vais définir la forme de l'entreprise, de l'institution, pas du tout. Si vous m'avez bien écouté, c'est quelque chose qui doit se discuter dans la collectivité de façon structurée, surtout s'appuyer sur, et là je rejoins la démarche du président et de ses colistiers, il faut mettre en évidence à la collectivité les compétences des gens dans ces domaines-là qui peuvent aider à structurer la démarche de façon intelligente. Donc, je n'ai pas, moi, aujourd'hui, si vous me posez la question, je ne saurais pas répondre, vous dire quelle est la forme exacte de cette entreprise. Est-ce que ce sera une banque de développement quelconque? Non, j'ai employé des mots pour donner une idée de ce que ça peut être. Et quelle a
Oui, la plus grande difficulté que nous avons dans la communauté congolaise, c'est la méfiance. J'y ajoute le manque de confiance. Mais ça ne peut que se comprendre. Ça fait des années que nous fonctionnons d'échec en échec et d'abus de confiance en abus de confiance, justifié ou pas par tous les travers par lesquels on est passé, et tout le monde est devenu méfiant de tout le monde. Donc il est difficile, ensemble, d'entreprendre un projet entrepreneurial quelconque, même à petite échelle. C'est toujours très difficile. Et c'est l'une des plus grandes défiances que nous avons dans la démarche. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a amené à ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Je ne parlais pas dans le fond, enfin, sur le fond du projet, je parlais sur le début de la démarche, c'est-à-dire la sensibilisation à la prise de conscience justement de ces faiblesses-là. Le manque de confiance. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas confiance. Et comment on fait pour dépasser ça? C'est une démarche nouvelle que nous devons entreprendre ensemble. Si on peut franchir cette barrière, je pense que le reste peut se faire, peut aller de lui-même. Parce que c'est difficile d'initier une démarche qui porte sur la confiance en soi si on n'est pas capable de se faire confiance. Donc il faut qu'on commence par se regarder dans les yeux et se dire qu'on est membre d'une même communauté qui mérite d'être reconstruite, mais sur la base des valeurs qui ont été les nôtres autrefois, qu'on puisse être capable de se faire confiance. Parce que sinon, on ne pourra pas réussir. Mais moi, je salue votre projet que vous avez évoqué, parce que je n'ai pas jusqu'à aujourd'hui trouvé une meilleure formule. Mais c'est vrai que nous pouvons innover. Nous pouvons innover dans bien des domaines, dans celui-là en particulier, nous pouvons innover, c'est sûr. Okay. Merci. On va passer le micro. On arrive par ici, c'est mieux pour que... Monsieur Gabéa, je suis heureux d'entendre que vous avez une idée sur une société financière, enfin une société qui pourrait financer le projet ici, dans la diaspora, tout comme au pays. Mais vous avez dit au départ qu'il n'y avait pas une nation. Oui. Il n'y avait pas une nation, ça signifie quoi sur le plan du droit constitutionnel? Ça signifie qu'il n'y a pas un groupe d'individus, un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, c'est-à-dire qui partagent la même langue, la même culture et la volonté de vivre ensemble. Est-ce que vous allez vraiment nous confirmer dans cette salle que tous ces gens-là n'ont pas la même langue, n'ont pas la même culture et ne veulent pas vivre ensemble? Nous voulons tous vivre ensemble. Sauf que, comme vous avez dit, il y a un problème de méfiance. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette méfiance? Je crois que c'est la question fondamentale, la question fondamentale à laquelle on doit se poser. Qu'est-ce qui est à la base de cette méfiance? Pourquoi les autres, ils ont aussi leurs problèmes chez eux? Ils transcendent ce problème-là. Pourquoi est-ce que nous nous méfions? Pourquoi il y a une méfiance entre nous? Je vous donne un exemple simple. Je connaissais un prêtre de chez moi qui a eu un projet, une coopérative. Mais dans cette coopérative, on n'était pas unis. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec tout ce moyen. Il a installé tout ce moyen et il a dit, bon, allez, vous, le villageois, vous venez travailler chez moi. Tout ce villageois, pour eux, c'est sa coopérative. Ce n'est pas pour eux. Et personne n'hésitait à prendre une chaise et ramener chez lui. Ce que je voudrais dire aux associations, c'est quoi? C'est que vous avez des projets que vous installez, vous pouvez vous renseigner. Il y a des milliers de projets, des ONG, des associations. Par exemple, des projets pour adduction d'eau potable. Mais une fois le financement terminé, c'est terminé. Celui qui a financé, lorsqu'il dit ben, ça a aidé les finances et puis c'est fini, le projet est mort. Ce que je voudrais dire aux associations, c'est qu'il faut faire un effort d'appropriation. C'est-à-dire, lorsque vous installez un projet, vous proposez un projet, il faut que les gens, les bénéficiaires, s'en approprient. Donc, pour revenir à M. Gabéa, j'aimerais vraiment qu'il me dise que tout ce monde-là, personne n'a la volonté de vivre ensemble.
Mais il faudrait qu'on réfléchisse sur la question de savoir pourquoi il y a tant de méfiance entre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai pris l'habitude, pour soulever des débats autour d'un sujet comme celui-là, de ne pas passer la pommade. Sinon, on ne fait pas de débat. Et la meilleure façon, et ce n'est pas juste pour ça, parce qu'il y a quand même une réalité derrière cette affirmation, la meilleure façon, c'est de pointer du doigt en profondeur sur le problème qui fait mal. Je ne peux pas, moi, affirmer que tous ceux qui sont ici, ça répond en deuxième lieu un peu à l'intervention de maman tout à l'heure, n'ont pas envie de vivre ensemble. Ils ont fait la preuve. La salle n'est peut-être pas pleine, mais ceux qui sont là font honneur à ceux qui ne sont pas venus. Ils ne sont pas à convaincre. Tous comme nous sommes ici, je pense qu'il n'y en a pas un à convaincre. C'est parce que nous avons une certaine conviction que nous sommes venus aujourd'hui. Mais nous sommes 20. Nous sommes 20. Comment on fait pour que ceux qui ne viennent jamais puissent un jour se décider à se lever et à venir à la prochaine réunion? Pour que nous n'ayons pas à refaire 2 fois par an ou tous les ans ce genre de réunion. J'ai déjà assisté à un colloque sur le développement socio-économique de la communauté congolaise, organisé en Belgique. J'étais au Canada. Les gens se sont déplacés. On a fait un magnifique colloque. Des conclusions, c'était épais comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est sorti de ces colloques. Rien. Mais ça n'a pas été le seul. On en a fait d'autres. 3 ou 4 fois, on était en Belgique il n'y a pas longtemps, sur les mêmes discussions. Faisons-en un cette fois et essayons de commencer à compter les résultats. C'est-à-dire avec engagement. C'est pour ça que, pour ébaucher le début de la discussion, je ne m'empêche pas d'appuyer vraiment. Nous sommes capables, je dis bien, de faire peur. Au reste, si je parle comme j'ai l'habitude de parler, nous sommes capables de faire peur aux plus grandes puissances de ce monde si nous nous réunissons. Je dis seulement se réunir. Ils se rendent compte que le peuple congolais se tient la main. La diaspora et ceux qui sont restés au pays. Vous verrez changer la dynamique du rapport de tous les pays du monde au Congo. C'est l'une des seules choses sur lesquelles les gens ont peur. Beaucoup ici connaissent Herman Cohen. Pour ceux qui peuvent lui parler, il faut lui poser la question là-dessus, vous allez voir la réponse qu'il va vous donner. On en a pas mal déjà. Oui. C'est l'un des facteurs qui fait le plus peur. Pour quelle raison? Parce que l'unité du peuple congolais signifie changement de la dynamique économique dans le monde entier. Parce que le pays est richissime. Imaginez donc, le président parlait tout à l'heure de recenser les compétences. Si on recense les compétences, on se dote d'un outil financier qui nous rend autonomes dans le développement de nos projets, qu'est-ce qui peut nous mettre une barrière à aller là où 4 ou 5 puissances dans le monde qui exploitent nos minerais chez nous sont numéro 1. Ils n'ont pas ces minerais chez eux. Donc c'est mieux que le Congolais ne décide pas. Et pour qu'il ne décide pas, il ne faut pas qu'il soit une collectivité qui parle d'une même voix. Donc, pas d'unité. Un petit groupe par-ci, un petit groupe par-là. Des supports, on n'en manque pas à chaque fois qu'on en demande. Donc, j'appuie où ça fait mal. Mais je ne ferai pas insulte à qui que ce soit pour dire qu'individuellement, on ne veut pas s'unir. Non, on rêve tous d'un Congo prospère. Mais il va falloir que nous remettions en question fondamentalement la vision qu'on a des nôtres. Ça doit être notre première fierté, de partager le fait congolais avec mes frères et mes sœurs. Et là, on s'unit et à travers l'œuvre de ceux qui dirigent les associations des Congolais, on va trouver le moyen de fédérer cette dynamique qui va nous conduire à s'asseoir autour de la même table et parler de comment on fait pour devenir le levier financier du développement de nos collectivités. C'est juste ça. Merci. Tout à l'heure, j'avais dit que j'ai fait partie d'une association de enfants maltraités. La présidente
Ce qui est la présence dans la carte de Sika, parce que nous avons des sujets où Congolais, disons milliers Congolais, et ça, milliers donc il y a beaucoup de problèmes, donc il y a beaucoup de méfiance. Et on a créé une association parce que vu que déjà on voit la maltraitance, on voit la violence, on voit il y a dans tous les domaines de violence, surtout pour les femmes et les enfants. Et ça arrive aussi aux hommes aussi, parce qu'il y a aussi des hommes aussi qui viennent nous voir pour faire voir aussi leur situation. Bon, ma présence ici, d'habitude, il y a côtoyé vraiment Congolais, parce que vu déjà, nous tout le monde a déjà le macandé, parce que je travaille plus dans la milieu, parce que c'est social, ça fait partie de la mairie de Évry Kokora, mais bon, et j'ai cherché tous les moyens pour, quand on regarde à la télé, on voit les femmes, on voit les enfants, on voit tout ce qui se passe, il y a des malheureux, il y a des enfants qui sont délaissés, violence, on voit tout le temps, on ne sait même pas quoi faire. Et moi, pour m'en sortir, pour voir la visibilité déjà de mon association et de moi-même, je suis passée à me faire déjà, tant que maman, il y avait une élection de Miss Maman Congo, donc j'étais la candidate de maman. Et pour me faire voir, et aujourd'hui ça a progressé jusqu'à ce que j'ai connu monsieur pour moi, donc il m'a fait connaître monsieur José, et là voilà, président. Et là, c'est pour cela que je suis là. Donc, on est des associations qui sont un peu délaissées, malheureux, qui n'ont pas, parce que moi j'ai fait des œuvres aux femmes qui sont à RDC, des veuves, des femmes seules, et avec mes propres ressources, avec mon salaire. Et là, ma présence est ici. Comment faire pour progresser, pour aider ces gens-là, parce qu'on a la volonté déjà prendre déjà son argent de la poche pour aider d'autres personnes, montrer de l'amour. Et on veut un retour, on veut un secours. Et là, comment on a mis la sérieuxité dans le cadre de la milieu déjà, on a déjà membre, il y a l'ambassade, il est là pour la première fois que je vois tout le temps quand on va à l'ambassade, on cherche ce qui, voilà. En tout cas, voilà, et connaître le président José, donc on a mis sérieuxité, vraiment, la confiance au bino, c'est la biso, et bino, il faut que c'est la biso pareil. Tout à fait. Et tous on a besoin que vous l'acceptiez là. Tous la formation qui dans mois de mars, il y a ça, il y a mois de juin, il y a ça, il y a donc tout progresser. Tout ce qui a toujours restreint dans la communauté, dans la toujours développer. Toujours développer, toujours avancer. Pourquoi ils ont la mentalité dans le alors que dans le cadre de la maman comme la maman, elle est là, on dit déjà, ils ont déjà œuvre, déjà ça se retourne, peut-être ça vient aussi de ses propres moyens. Donc, tout le cas, vraiment, tout aider bateau bazar dans Congo. Puis bateau bazar ici parce que il y a pas longtemps tout ça la œuvre, il y a des personnes qui au bazar là, des personnes sans abri et ils n'ont pas mangé. Mais au dit matin que na kata poto ne te fande boke ne dit pas pour vendre que banda tombe pe azupe nous on passe au bali parce que même pas de sentir ça existe. Et il y a des gens qui dorment dans les voitures, il y a des gens qui n'ont pas donc de vie, ils manquent même voilà. Et ça en Afrique et ça peut kaka awa. On a association nanga ezali on a mis document que maman elle a dit qu'il faut que tout ça. Je na kokisa la plupart parce que ça demande de l'argent. Et tant déjà tous allés déjà aux ans après se rendre déjà dans comme Afrique pour aller faire des papiers, déjà tu vois déjà qu'il y a un papier qui coûte ça, il y a un papier. Quand tu donnes confiance aussi à quelqu'un d'autre en Afrique pour te faire ce papier là, il double le prix. Et tout ça va bloquer. Vraiment, voilà. Merci Miguel. Mais tout ça fait partie de ce dont on a parlé. Les problèmes sont innombrables. Croyez-moi, nous avons une solution. Une. En dehors de toutes les autres. Et ça ne change rien. Tout passera par les associations. Et ceux qui ne sont pas membres des associations congolaises. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé comme ça. Membre de rien du tout.
Quand on est au lobby, je ne participais à rien. 30 juin, tout ce que vous voulez, je faisais mes affaires ailleurs. Moi, je travaille dans l'industrie. Je suis revenu, je suis allé chercher, commencer par une boutique congolaise. Je suis entré et je demandais est-ce qu'il y a une association congolaise. On m'a donné le nom du président de l'association, c'était au Québec, et de son secrétaire, tout ça. Et je suis allé vers la communauté comme ça. Je n'en suis plus parti. C'est important. Mais tout passera par ces associations. Nous devrons tous retourner là pour avoir des points de départ. Et cette action d'autonomie financière va être animée par les présidents de ces associations. C'est eux qui diront à chaque membre, et ceux qui sont présidents de leurs associations ici, on peut toujours en parler après, je vais m'arrêter là, mais ça passe par le président José, qui est à la tête de la Fédération des associations, pour dire quand est-ce qu'on fait quoi. Il n'y a personne qui me donnera 1 euro, moi. Non, absolument pas. Je ne gérerai rien. Il n'est même pas dit que je puisse être membre de quoi que ce soit dans une institution si on en faisait une. Mais pour vous brosser juste un petit peu, et ça répondra un petit peu plus encore à maman qui a posé une très bonne question tout à l'heure, c'est que pour le peu des renseignements qu'on a pris jusque-là, la fondation, si on va au bout de cette institution, nous la confions à un organisme, comme a parlé notre consoeur là-bas, qui a pignon sur rue. Elles sont la plupart du temps suisses, américaines, canadiennes, australiennes. C'est leur métier de créer des institutions financières. Et ils vont nous créer une institution parce que nous aurons décidé, choisi de nous investir, de mettre un peu de fonds là-dedans. Et ils vont nous donner une institution avec une équipe compétente à la tête. On ne votera pas nos fonctions, pas du tout. Mais encore une fois, ça passe par les associations pour la suite des événements. En tout cas, merci pour la qualité de vos questions. Dans 20 minutes, on va devoir clôturer. Je donne juste Jean-Claude qui va poser une question, ensuite messieurs. Et je repasse la parole à monsieur Dramé de Forim, parce que le président était déjà parti, pour qu'il nous parle des aspects techniques. On a parlé que des aspects plus de marche, cofinancement, le processus maintenant, mais c'est de la même pour nous parler des aspects techniques qui est plus important, qui est beaucoup plus complexe. Merci, Monsieur le Président. En fait, moi, ce n'est pas une question. D'abord, je tiens à remercier l'animation de ce colloque, mais je voudrais un peu renvoyer, pas une question, une observation ou une critique aux conseillers de l'ambassade, que nous en sommes reconnus comme la seule fédération qui peut mettre toutes les associations ensemble. Ce serait une bonne chose. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comment faire? Parce qu'elle peine à récolter des fonds. Aujourd'hui, nous savons très bien au sein de notre communauté, lorsque nous faisons le lever des fonds, c'est tout un problème. Tout un problème. Pour noter un mot, on va voir le président de Forim l'a bien souligné, il n'y a que les fédérations qui peuvent avoir accès au financement en France. On va voir à notre tour comment on peut faire pour discuter avec les institutions et ensuite qu'on puisse nous distribuer. Mais c'est Dramé qui est là pourra, j'aimerais qu'il puisse répondre à cette problématique. Donc on pourra voir comment on peut lever les fonds, nous pour les distribuer aux institutions. Merci. Non, je voulais juste intervenir concernant une contribution. Oui. Et c'est pas bien. Comme on a les congrès, je pense qu'il a soulevé un point très pertinent, très important, qui est vraiment le fondement même pour la nation. On commence à se poser nation, on commence à se poser pays, patrie, tout ça. Ce sont des problématiques intéressantes pour que nous puissions en débattre déjà dans notre congrès. Parce que les congrès, c'est les fondements. Il faut qu'on en discute. De deux, en ce qui concerne les partenaires, donc, partenaires directs avec Forim, on peut se poser déjà la question aujourd'hui, pourquoi pas ça soit directement la fédération qui représente les associations directement auprès de Forim. Donc c'est aussi une problématique. Et puis, en ce qui concerne les représentants de l'ambassade, nous sommes vraiment réjouis, hein, je vais si je peux encore me répéter, mais nous demandons que ça perdure, que les rôles même que l'ambassade doit jouer
à l'égard des associations, que ça soit vraiment visible, que ça ne soit pas seulement temporaire. Il faut aussi que nous soyons répertoriés au sein de l'ambassade, que nous ayons aussi des séances de travail, par exemple, pourquoi pas les congrès ou l'Assemblée générale se passe à l'ambassade. On a déjà fait des réunions là-bas, donc c'est possible. Donc ça, c'est résumé. Je voulais juste intervenir sur ces quelques points. Merci. Je pense que M. Motogo on a bien compris. C'est une question question pour l'ambassade. Tout le monde tout le cas la volonté. Je suis parce que pour cacher la fracité. Tout le président de l'association, ça a remonté pour ne pas gagner, pour la bite. Tout le monde a droit l'ambassade, et vous avez la valeur de l'association congolaise. Ça, il y a aussi une demande de papier. Au cas où vous avez aide, et vous allez présenter la réunion de l'équipe quitte vite, parce que monsieur a la volonté souhaitée, il y a un dimanche. Au cas où d'autres pour nous accueillir sur ça dans les bélés, qui vous a la confiance souhaitée, vous n'avez même pas la doute contre trop. Et fixe pour accueillir. Pas de prestation sur le message et pas de sous et c'est un présent le but il y a un dressé et ça respect pour les honneur et ambassade et il y a tout ça est fixé un respect même il n'a pas sur la mission au Congo il y a pour tout dans la démarche tout y est tout ça avantage il y a un respect car toujours le son aboyé c'est ça ma question. On a évité ce qu'ils allaient questions ou bien ce qu'ils allaient des interpellations aux actes pour le backer prochainement, peut-être que Batou Bazan a la méfiance, entre-temps, puis sur l'ambassade P, tout ça va en sorte que l'association, je crois que je ne peux pas, n'a pas d'amie la qualité, mais je crois que le président a émis, à niveau de tout ça, vraiment avec respect. Et c'est en cas de la respect habituel, nettoyer. Parce que ceux qui, au moins de cas méfiance, c'est ça les parts de l'eau. Au contraire, une association pour y l'eau. La moussou va venir pour nous dire, ah, mais n'a ici, n'a ici pour traiter la bango. Bango va s'avoir aventurier. Au traiter la oil, on va lui bangoter, iso, etc. Mais l'eau, ceux qui ambassade se déplacer l'eau, c'est parce que vous avez confiance dans la fédération des hommes. Qui va nous parler justement des aspects techniques du cofinancement. C'est très important. C'est vraiment la partie la plus complexe, justement. Bonjour à tous. Merci. Vous m'avez posé la question la plus difficile à répondre. Parce que ce n'est pas facile pour nos associations. Vous avez parlé beaucoup qui sont passés par là. Le président a parlé du PRAOSIM, qui est très complexe, un dispositif d'accompagnement. D'abord, on dit d'accompagnement avant de donner des financements, puisque vous avez dit que vous n'êtes pas opérateur d'appui. Je pense que vous êtes opérateur d'appui, mais seulement vous n'êtes pas opérateur d'appui labellisé. Nous sommes au forum, effectivement, pour pouvoir accompagner ou déposer en tout cas les projets. L'association doit être accompagnée par un opérateur d'appui labellisé par le forum. Vous l'êtes, mais vous n'êtes pas encore labellisé, vous pouvez aussi accompagner vos associations. Les accompagner dans le renforcement de leurs compétences, puisque monter un projet, ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas en 1 mois ou en 2 mois qu'on peut monter un projet. Un projet, ça se travaille. Hein, c'est vraiment des années, parfois des années de travail pour arriver vraiment à monter un projet de développement. D'abord, nos associations n'ont pas suffisamment de moyens, surtout des moyens financiers, mais nous avons quand même les ressources humaines, c'est le sens que vous avez en tout cas, c'est pourquoi encore l'union fait la force, c'est le sens que vous avez de vous unir, d'être là, de partager vos compétences, d'échanger vos expériences, c'est ça qui va faire de vous une fédération forte.
Alors, pour les aspects techniques du Prawosim, ceux qui ne le connaissent pas, comme je disais, c'est vraiment un appui aux associations de développement local, un appui monter des projets et puis à les financer, à obtenir des armes pour financement. Parce qu'on ne finance pas la totalité du projet, on finance, si ce n'a pas changé, ce n'est pas encore lu le canevas qui a été lancé hier soir. Donc c'est 70% du budget du projet, mais à condition que ça ne dépasse pas les 15 000 €. Et pour pouvoir déposer un projet de développement, il faut être une association. Donc on doit être éligible. Une association, loi 1901, avec des statuts, avec tout ce que vous connaissez, et avec des rapports d'activité qui sont faits, des bilans financiers qui sont faits, et des assemblées générales, c'est-à-dire une association qui, en tout cas, démontre une vie associative, parce que l'association doit vivre et doit le démontrer également. Donc ça, ce sont les premières conditions. Comme avait dit le président, au niveau du Prawosim, contrairement aux autres bailleurs, on n'existe pas une année ou 2 ans d'existence. À partir du moment où vous êtes une association reconnue loi 1901, vous pouvez postuler à cet appel à projet. Par contre, par exemple, avec la Guilde européenne, il faut au moins 3 années d'existence. Et d'autres aussi, hein, la mairie de Paris et autres, en tout cas, ils exigent en tout cas à l'association au moins une année d'existence qui démontre qu'il a une capacité de porter des projets. Donc ça, c'est une question qui est fondamentale. Et aussi, les Prawosim regardent, même si il fait confiance en tout cas aux associations. Ça, c'est les premiers critères d'éligibilité. Et ensuite, vous avez les critères d'éligibilité qui sont liés au projet. Donc, les projets doivent répondre à un besoin. Le conseiller l'a dit tout à l'heure, généralement, nous montons des projets et à la fin du projet, le projet il est mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas pris le temps d'étudier, de comprendre et d'associer surtout les bénéficiaires au projet que nous montons. Donc ça, c'est une question qu'il faut vraiment répondre, il faut faire attention à cette question. Donc, les projets qui sont montés doivent rentrer dans les domaines bien spécifiques, hein. Donc c'est les objectifs du développement durable, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'eau et les projets de développement sociaux, culturels. Donc tous les projets en tout cas qui peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations sont pris en compte par ces dispositifs. Donc les seules conditions pour pouvoir déposer, comme j'ai dit, il faut vraiment passer obligatoirement par un opérateur d'appui labellisé par les forums. Aujourd'hui, les forums en compte 23 opérateurs d'appui. Donc au niveau du Congo, c'est la PACOF qui est l'opérateur d'appui. Mais vous n'êtes pas, comme l'a dit encore le président, obligé de passer par par la PACOF. Vous pouvez passer par d'autres opérateurs d'appui. Mais ce que nous souhaitons, c'est que les Congolais apprennent à travailler ensemble. Dans toutes nos structures, il y a des difficultés. Il y a vraiment des difficultés dans toutes les structures. Mais on essaye, en tout cas, comme on l'a dit en Afrique, les liens sales se lavent en famille. Donc, il faut vraiment faire en sorte que ça se lave en famille. Que vous puissiez travailler avec ces emboutis que vous connaissez très bien. Il peut avoir ses défauts, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui peut être à votre écoute et qui maîtrise aussi tous ces dispositifs et qui est vraiment au forum depuis sa création. Donc c'est un avantage pour vous. Moi je l'ai connu, ça fait pas longtemps que je suis au forum, mais en tout cas il m'a bien reçu, il m'a bien accueilli, il est très sympathique, très ouvert. Voilà, il m'appelle le petit frère, donc pour vous dire que c'est aussi possible. Je voulais surtout, je pense, plus répondre à vos questions par rapport à cet appel à projet que de vous parler des aspects techniques réellement dits, parce que c'est toute une démarche, c'est toute une ingénierie à mettre en place, et c'est pas parce qu'on a entendu parler d'un appel à projet tout de suite qu'il faut dire qu'on va déposer un dossier. Si le dossier n'est pas étudié, s'il n'est pas mûri, il ne va jamais être financé.
Donc voilà ce que je peux dire en tout cas par rapport aux aspects techniques. Et nous, au Forum, nous restons disponibles pour vous accompagner, pour vous appuyer. Et je pense que voilà, on essaiera de faire en sorte d'éviter.